13h15, c'est demain que débutent les concours directs de la fonction publique burkinabé. Environ 535 000 candidats postulent pour plus de 8 200 places. Et puis, en sport, l'AS Sonabel et l'ASFA Niénéga se qualifient pour la finale de la Coupe du Faso édition 2013. L'ASFA Niénéga va-t-il prendre sa revanche cette année? Réponse le 5 août prochain. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Tout d'abord, pour commencer, la suite du voyage du président du Faso en Côte d'Ivoire en marge de la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré a rencontré les Burkinabés vivant dans la région de Yamoussoukro. Il a surtout été question de leur apporter les nouvelles du pays et les grands chantiers dans le cadre du traité d'amitié et de coopération. Je vous propose ici un compte-rendu de la rencontre. Ils sont venus de toute la région de Yamoussoukro pour écouter leur président. Ces Burkinabés de Côte d'Ivoire se sont déplacés de Saint-Fra, de Soubré, de Boaké pour avoir les nouvelles du pays. Et les nouvelles du pays en ce moment sont dominées par la mise en place du Sénat qui suscite de l'intérêt et de l'enthousiasme pour ses compatriotes au pays de Houphouët-Boigny. Ils espèrent y voir siéger leurs représentants. L'occasion était aussi propice pour évoquer les grands chantiers dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et les principaux demeurent la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou et son prolongement jusqu'à la frontière du Niger, ainsi que le renforcement des capacités énergétiques et minières des deux pays. Voilà, et nous voulons le faire ensemble, Ivoiriens et Burkinabés. Dans ce processus que nous allons engager pour notre peuple, pour nos deux nations, on a besoin de l'engagement de tous, de la mobilisation de tous. On a besoin que les uns et les autres apportent leur intelligence, réfléchissent avec nous sur la conduite de ces opérations, sur la mise en œuvre de ces engagements. À leur tour, les Burkinabés de Côte d'Ivoire ont souhaité une facilitation des inscriptions pour les jeunes bacheliers dans le système universitaire au Burkina Faso, des mesures vigoureuses dans la libre circulation des personnes et des biens, une ouverture pour l'emploi et la formation professionnelle des jeunes de la diaspora. En retour, le président du Faso les a rassurés qu'une oreille attentive est prêtée à leurs doléances avant de leur demander de faire preuve davantage d'exemplarité dans le comportement en Côte d'Ivoire et d'être plus assidus au travail. De son côté, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, qui a pris part à cette rencontre au sommet, a eu avec son homologue ivoirien un agenda chargé. Ils ont inauguré et visité des infrastructures sanitaires, sécuritaires et religieuses. Au cours de ces visites, le Premier ministre burkinabé a pu apprécier les réalisations du gouvernement ivoirien. Le point avec nos envoyés spéciaux, Alidou Badini et Lazare Pouya. Le séjour du Premier ministre Béon Luc Adolphe Thiaw à Yamoussoukro n'a pas été du tout repos. Sur initiative de son homologue ivoirien Daniel Kablan-Dankan, les deux personnalités ont inauguré et visité les locaux de deux infrastructures sanitaires le 29 juillet dernier. Premier acte de cette visite, le centre d'hémodialyse pour le traitement de l'insuffisance rénale. Entièrement financé par la téléphonie mobile, la fondation MTN de la Côte d'Ivoire, ce nouveau centre a une capacité d'accueil d'une dizaine de places et constitue le 3e centre du pays. Ici, la prise en charge par séance de l'hémodialyse est à 1 750 francs CFA contre 80 000 francs dans les structures privées. C'est l'effort fait par le gouvernement qui permet de ramener à des coûts qui soient raisonnables pour le patient. Donc je voulais confirmer notre position commune avec notre frère le Premier ministre Béon Luc Adolphe Thiaw et dire aussi que l'un des éléments forts sur lesquels il faudrait pouvoir travailler, c'est l'aspect prévention. Il s'agissait pour cette visite de permettre au Premier ministre burkinabé de voir quelques réalisations du gouvernement ivoirien. Nous n'en disons pas vraiment d'une infrastructure étendue dans ce domaine. Nous n'avons seulement que l'unité d'hémodialyse de Ouagadougou. Et mon souci était de voir comment nous pouvons étendre ces centres-là, et voir l'expérience ivoirienne, voir comment c'est financé, et cela pourrait inspirer le gouvernement de Burkina Faso. À la suite de cette visite, Daniel Kablan-Dankan et Béon Luc Adolphe Thiaw se sont rendus au Centre national de transfusion sanguine.
Là, les deux premiers ministres ont visité le laboratoire de qualification biologique, l'un des 3 centres de certification de la Côte d'Ivoire. Je crois que ce que nous avons vu également aussi nous inspire, et avec le peu de moyens dont nous disposons, je crois qu'il faut que nous allions également aussi pour faire en telle sorte que dans le domaine de la transfusion sanguine, que d'abord les patients soient proches des centres où se fait donc le recueillement du sang, et donc cela évite, vous voyez, de transporter le sang sur plusieurs kilomètres. Je crois que ça également aussi c'est une expérience très intéressante. Puis c'était au centre de coordination des décisions des opérations CCDO de recevoir la visite des deux premiers ministres. C'est un centre de commandement des opérations dont la mission fondamentale est de veiller à la sécurité de toute la ville de Yamoussoukro à travers un impressionnant dispositif de caméras installé discrètement à travers la ville. Cela permet de surveiller tous les mouvements 24 heures sur 24 dans la ville de Yamoussoukro. Ceux qui sont dans le centre, qui observent s'il y a des mouvements suspects, s'il y a des choses qui ne vont pas, immédiatement donc ils ont la possibilité donc de contacter les unités d'intervention qui sont également aussi 24 heures sur 24 sur pied. Et ils peuvent réagir en un temps record pour effectivement arrêter lorsqu'il s'agit de malfrats qui sont en train de s'opérer. Toujours à la poursuite de la recherche de la paix entre les deux pays, Béon-Luc Adolphe Thiaw et Daniel Kablan-Dankan se sont rendus à la basilique Notre-Dame de la Paix. C'est une infrastructure religieuse construite par Feu Houphouët-Boigny et rétrocédée à l'église catholique. Et pour boucler la journée de la visite en toute confraternité, le Premier ministre ivoirien a offert un dîner à la délégation burkinabé conduite par le Premier ministre. Au cours de ce dîner, les deux premiers ministres ont réaffirmé leur volonté commune d'œuvrer au renforcement des relations entre les deux pays. Et puisse communiquer avant de poursuivre, le ministère de l'économie et des finances porte à la connaissance de l'ensemble des membres statutaires de l'Assemblée générale des projets et programmes de développement que la 6e session de la dite Assemblée, précédemment prévue pour se tenir le jeudi 1er août 2013, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans la salle de conférence de Ouaga 2000 à 9h, est reportée au vendredi 2 août 2013 à la même heure et au même lieu. Tous les membres statutaires sont priés de prendre les dispositions nécessaires pour leur participation effective à la dite session signée Tibila Kaboré, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Et pour poursuivre, je vous le disais, dans l'actualité, les concours directs de la fonction publique burkinabé sont prévus du 2 au 12 août prochain. Environ 535 000 candidats postulent pour plus de 8 200 places. À quelques heures du début de ces concours, les organisateurs étaient face à la presse ce 31 juillet. Oumou Sissé, Abouakar Sagnon. Face à la presse, Vincent Zakané égrène les chiffres. Pour les 80 concours directs de la fonction publique cette année, il y a 534 077 candidats pour 8 224 postes en compétition. À moins de 24 heures du début des concours, toutes les équipes de supervision de l'administration des épreuves ont été mises en place. Les programmes sont affichés et la répartition des candidats par sous-centre et par jury est également faite. L'administration des épreuves est prévue pour se tenir du 2 au 12 août 2013. Elle sera cependant marquée par 2 jours d'interruption, notamment le 5 août et le jour du Ramadan. Afin de faire face à ces contraintes, le calendrier des concours a été aménagé en conséquence et les concours qui tomberont sur le jour du Ramadan seront automatiquement administrés le 13 août. Les épreuves seront administrées naturellement selon les règles de l'art, c'est-à-dire de manière transparente et ce, conformément aux principes qui président à l'organisation de ces concours, à savoir l'égalité de chances des candidats, la légalité des procédures et des épreuves, l'équité entre les candidats et la confidentialité des épreuves.
Les innovations portent sur l'affectation des numéros de table prédéfinis aux candidats, l'adoption d'un nouveau format de feuille de composition qui comporte désormais 8 pages au lieu de 6. Les établissements privés ont été sollicités pour abriter des centres de composition au regard du nombre de candidats qui a connu une augmentation de 29% cette année. Le ministre a appelé les candidats à composer dans la sérénité et à se départir de la fraude. Un dispositif sécuritaire a été mis en place pour enrayer toute tentative allant dans ce sens. À Bobo-Dioulasso, plus de 1000 soldats viennent d'achever leur formation au GIFA, le groupement d'instruction des forces armées. Après 7 mois de formation militaire, ces soldats vont à présent regagner leur unité au sein de l'armée de terre ou de la brigade des sapeurs-pompiers. Hadi Sandamba a assisté à leur sortie de promotion, son compte rendu. Militaires, ils le sont maintenant. Ces soldats, après 7 mois de formation militaire de base, sont désormais aptes à exercer le métier des armes. Recrutés à l'âge de 20 ans pour le compte de l'armée de terre et entre 18 et 23 ans pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le contingent de la classe 2012 est fort de 1068 hommes et femmes prêts à servir les idéaux des forces armées nationales. Et cela a été possible grâce à une série d'activités physiques et morales. Quand les soldats sont arrivés d'abord, on a voulu leur faire une période d'adaptation parce que nous savons que ces jeunes-là ne sont pas habitués à faire du sport. Donc commencer brusquement la formation, ça risquait d'avoir des conséquences. C'est pour cela que nous avons fait d'abord une petite période d'adaptation et après on les a envoyés au centre d'instruction temporaire de Bama où ils ont essayé d'abord d'avoir une formation physique et une formation aussi sur le moral. Et après ces 4 mois, ils sont revenus au GIFA pour connaître maintenant la tactique, un peu les rudiments du règlement militaire. Et aujourd'hui, devant les autorités, la hiérarchie militaire, parents, amis et connaissances, les éléments du contingent de la classe 2012 ont reçu leurs épaulettes. Pour marquer donc le ralliement de ces soldats aux valeurs de l'armée, le drapeau burkinabé leur a été présenté, signe que la nation attend beaucoup d'eux. On veut que véritablement que ce soit une armée, des jeunes soldats qui appartiennent au peuple, qui ne se montrent pas au-dessus du peuple, qui ne se caractérisent pas par des actes de bagarre, des actes d'indiscipline, des actes de mauvais comportement, des comportements aussi de réserve parce que on souhaite qu'ils soient vraiment militaires. Pour réaffirmer leur engagement dans les forces armées nationales, les soldats ont récité ensemble l'éthique du soldat burkinabé. À cette cérémonie de fin de formation, ils ont également fait des démonstrations de techniques d'attaque et de défense. À noter enfin que les meilleurs encadreurs n'ont pas été oubliés. Ils ont été récompensés par la hiérarchie militaire. Apte à vivre et à combattre l'isolement, avec la particularité d'accomplir coûte que coûte sa mission. À l'université de Ouagadougou, une étudiante soutient la première thèse en géographie de l'université. Awawoba, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a présenté un travail de recherche sur les changements climatiques en relation avec la dynamique de la végétation et la perception paysanne dans le Sahel burkinabé. Le jury a jugé son travail excellent et lui décerne le titre de docteur en géographie avec la mention très honorable. Reportage Sylvestre Sieda. Le secteur de l'élevage et de la santé animale reçoit du 109 avec la sortie officielle des lauréats de 3 promotions de l'ENESA, l'École nationale de l'élevage et de la santé animale. Après 18 mois de formation à la fois théorique et pratique, ils sont 109 agents techniques, techniciens supérieurs et conseillers techniques d'élevage sur les 129 postulants au départ qui ont reçu leur diplôme de fin de cycle. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait bosser jour et nuit pour pouvoir composer les devoirs le lendemain et on a un peu souffert. Lors des sorties, il fallait aussi travailler en classe pour avoir en tout cas de meilleurs rendements. En tant qu'acteur du développement, alors à la sortie de cette école, c'est de nous mettre au service du peuple burkinabé. Alors comment être à côté de nos producteurs, leur donner des conseils et afin qu'ils puissent produire non seulement en quantité, mais en qualité aussi. Les promotions sortantes ont pris pour parrain Sungalo Apollinaire Ouattara, président de l'Assemblée nationale, pour son engagement et son appui à l'essor du secteur de l'élevage, une personnalité en qui ils entendent s'identifier. L'activité vétérinaire est très déterminante dans l'économie et la contribution du secteur de l'élevage est incommensurable dans l'économie de notre pays. Voilà pourquoi il est nécessaire que nous puissions soutenir ces acteurs
Et à ces jeunes fonctionnaires, je souhaite plein succès et je leur recommande beaucoup de loyauté, beaucoup d'intégrité dans leur travail et en ayant toujours en vue l'essence du service public pour notre pays. Les nouveaux vétérinaires ont saisi l'opportunité de cette cérémonie pour poser des doléances tendant à l'amélioration des conditions d'études à l'UNESA. Il s'agit entre autres du besoin d'infrastructures et de matériel. Dans le cadre du plan stratégique de développement, il y a pas mal d'infrastructures que nous allons mettre en place. Comme je l'ai annoncé, il y aura le bâtiment pédagogique qui sera mis en place dès cette année. Et puis au fur et à mesure que nous allons dérouler le plan stratégique, et donc tout ce que les élèves ont posé comme doléance va trouver satisfaction en matière d'infrastructures pédagogiques, en matière de matériel de laboratoire, de bibliothèques, d'ordinateurs, etc. Tout cela va trouver solution. En plus des résultats académiques, l'année 2012-2013 est également marquée à l'ENESA par de nombreuses formations des enseignants à l'étranger, surtout en Belgique, grâce au partenariat avec la Haute École Charlemagne de Liège. Et cette sortie officielle de promotion, qui marque en même temps la fin de l'année académique 2013, a vu la signature d'un protocole d'accord entre l'ENESA et la Jeune Chambre internationale Ouaga Synergie. Voilà, vous l'aurez compris, une erreur d'aiguillage dans l'aliment d'éléments, une sortie de promotion à l'École nationale d'élevage. Nous retrouverons Awa Woba dans nos prochaines éditions qui nous présentera la thèse unique de doctorat qu'elle a présentée devant un jury cette semaine à Ouagadougou. La région du centre au nord, c'est du Sahel, au nord, c'est meilleurs élèves et encadreurs de l'enseignement primaire. Plus d'une centaine de lauréats ont reçu des lots qui se déclinent en kits scolaires, en vivres et en engins à 2 roues. Cette année, la région du Sahel quitte la dernière place dans le classement pour se hisser au 8e rang dans l'éducation de base. Des précisions avec Karim Namano. C'est l'heure de la moisson pour ces 2 élèves, classés meilleurs au certificat d'études primaires dans la région du Sahel. Ils reçoivent des kits scolaires et un vélo récompensant leurs efforts au cours de l'année écoulée. Pour avoir les bons points et pour être le meilleur de la région, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait des exercices, j'ai été assidu à l'école. Leurs camarades du CM1 et du CM2 des provinces du Séno, de l'Oudalan, du Yaga et du Soum ne rentreront pas bredouilles. Les meilleurs élèves dans les différentes matières enseignées ont aussi leur lot. Qu'ils viennent de l'école classique, des centres d'éducation de base non formels ou des écoles satellites, ces enfants ont pu goûter aux fruits du succès. Pour en arriver là, ils ont travaillé dur et parfois dans des conditions difficiles, car l'école dans le Sahel n'est pas une sinécure. Nous avons des taux de scolarisation très bas, nous avons des taux de déperdition scolaire très élevés, nous avons un taux d'achèvement primaire aussi est très faible par rapport au niveau national, donc c'est un peu nos défis. Ces conditions difficiles n'ont pas affecté le moral des enseignants. Leur sacerdoce leur vaut aujourd'hui ces récompenses. Le mérite des élèves leur incombe, le meilleur classement de la région aussi. 13e l'année dernière, le Sahel est cette année 8e. Des motifs de satisfaction qui interpellent tout de même. Il faut encore redoubler d'efforts. Nous interpellons donc les parents d'élèves à faire encore mieux pour qu'en fait les enfants réussissent surtout à l'école. Parce que l'État investit ces dernières années beaucoup dans l'éducation. Et si un effort n'est pas fait, eh bien ça veut dire qu'on n'a pas accompagné non plus l'État. L'État, ce qu'elle attend des parents d'élèves, ce qu'elle attend des élèves, c'est la réussite. Le succès au CEP et les récompenses qui vont avec font aujourd'hui le bonheur de cet enfant et de son enseignant réfugié venu du Mali. Ils n'oublieront pas de sitôt leur séjour dans la région du Sahel, au Burkina Faso. Et pour rester toujours dans ce chapitre qualité, les journées nationales de qualité se sont achevées le jeudi dernier à Bobo-Dioulasso. Des journées qui ont mis l'accent cette année sur la réflexion concernant les défis en matière de qualité au Burkina. Des réflexions qui devraient permettre à ces journées d'avoir un repositionnement. Rukia Sanou. 48 heures de réflexion ponctuées de communication et de débat pour repositionner les journées nationales de la qualité sur l'échiquier national. Au terme des échanges visant à diagnostiquer les entraves à cette manifestation, les panélistes et participants ont abouti à des résolutions et recommandations à l'endroit des décideurs. Les recommandations ont été dirigées en direction du gouvernement, de l'administration publique. C'est qu'on puisse, au sein de l'administration publique, mettre en œuvre une culture qualité. La deuxième, c'est de faire également en sorte
que nous puissions permettre de reconnaître à ceux qui interviennent dans la qualité qu'ils ont du mérite. La forte invitation que les participants ont fait aux membres du comité directeur d'être plus proches des entreprises par des visites annuelles, ce qui va être exécuté, mais également que l'organisation elle-même travaille à se faire certifier à une norme ISO. Le partage d'expériences entre entreprises en matière de cercle au système management de la qualité, l'infrastructure qualité et la politique nationale qualité ont été entre autres les points passés en revue. Je crois que ces journées nous ont permis de prendre la mesure que notre association devrait se réorienter si nous voulons toujours continuer à exister sur l'échiquier comme étant une organisation apportant quelque chose à ses membres. Je suis satisfait parce que quand on connaît ces problèmes et qu'on a pris des résolutions pour les résoudre, je pense qu'on ne peut être que satisfait. Et ça fait depuis des années que nous participons à la démarche qualité au niveau des cercles de qualité dans l'usine. Et nous sommes en train d'aller un peu plus loin. Et nous sommes en train de faire la démarche dans le système de management de la qualité. Et nous espérons que d'ici 2 ans au moins, nous allons peut-être penser à la certification. Cette cérémonie de clôture a été mise à profit pour décerner des attestations de participation, de remerciements et des trophées aux entreprises qui se sont illustrées au cours de l'année en matière de qualité. À noter que les 24e Journées nationales de la qualité se tiendront avec à la clé les prix nationaux de la qualité comme innovation majeure. L'ambassadeur du Brésil au Burkina Faso est en fin de mission. À la veille de son départ, Santiago Alcazar a reçu une distinction du Burkina. Yolande Lompo a assisté à la cérémonie de décoration. Reportage. Il est le premier ambassadeur de la République fédérative du Brésil au Burkina Faso et a posé les jalons d'une coopération déjà vieille de quelques années. Après avoir passé 5 ans au pays des hommes intègres, Santiago Alcazar est au terme de sa mission et déposera ses valises en Azerbaïdjan pour poursuivre sa carrière de diplomate. Je pars ce soir du Burkina, mais je ne quitte pas le Burkina. Nous avons 37 ambassades ici en Afrique. Plusieurs d'elles sont nouvelles. Nous avions notre ambassade au Ghana, représentait aussi le Burkina. Mais avoir une ambassade au Burkina, ça nous ouvre un peu les horizons. Et c'est très important d'avoir cette vision spécifique de ce pays, pour comprendre un peu la totalité de la région, la totalité des pays de l'Afrique de l'Ouest. La présente cérémonie d'adieu fut une occasion pour le Burkina Faso de lui témoigner sa reconnaissance en lui remettant les insignes d'officier de l'ordre national en présence de ses pairs et de quelques représentants d'institutions. Il a donné à cette coopération une véritable impulsion. Et je pense que dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture, qui sont les domaines très pointus, qui exigent un savoir-faire, nous avons beaucoup appris. Et le Burkina Faso va continuer évidemment à intensifier cette coopération qui permet à nos populations, à nos paysans, de bénéficier du savoir-faire d'un grand pays émergent comme le Brésil. Il a émis le vœu que les étalons évidemment puissent venir au Brésil l'année prochaine pour prendre part à la Coupe du Monde. C'est un souhait que nous partageons tous. Nation construite dans la diversité et rattachée à l'Afrique selon le diplomate brésilien, le Brésil a accédé à son indépendance en septembre 1822. Le consul honoraire de France est lui aussi en fin de séjour au Burkina Faso. Son travail a été reconnu et salué par les autorités burkinabées. Nyarkitida. Claudie Bikayoni, consul de France au Burkina Faso, elle est en fin de mission. Mais avant de partir, la nation burkinabé lui est reconnaissante. Une cérémonie de revoir empreinte de convivialité et qui se fait une occasion pour saluer son travail abattu dans bien des domaines et qui entre dans le cadre de la coopération entre le Burkina et la France. Vous avez été très sollicité. Mais grâce à votre patience, grâce à vos grandes qualités humaines, vous avez toujours prêté une oreille attentive aux préoccupations des usagers.
Cela a permis un meilleur traitement des dossiers et une nette consolidation de la qualité du service. Je me réjouis particulièrement de l'ardeur avec laquelle vous avez œuvré à la mise en œuvre efficiente de l'accord franco-burkinabé du 10 janvier 2009. Après 3 ans passés au pays des hommes intègres, Claudie Bikayouni dit quitter le Burkina Faso avec le sentiment d'avoir accompli sa mission, mais aussi avec un bon souvenir qu'elle gardera de notre pays. Leur accueil, leur gentillesse et la facilité avec laquelle on peut travailler, parce qu'ils sont toujours ouverts, disponibles, et voilà, j'ai beaucoup aimé les gens de ce pays, vraiment. Je quitte le pays avec un gros pincement au cœur et l'envie d'y revenir, ne serait-ce qu'en touriste ou pour voir des amis. À cette cérémonie où elle a loué l'hospitalité légendaire du peuple burkinabé, Claudie Bikayouni a annoncé que son poste ne sera pas vacant. Son successeur arrivera le 1er septembre prochain avec toujours la même dynamique, œuvrer à faciliter le brassage entre les deux peuples par le renforcement des liens de coopération entre la France et le Burkina. Au lancement des premières émissions de la télévision nationale le 5 août 1963, ils étaient là. Eux, ce sont les chauffeurs qui ont accompagné la Volta Vision depuis ses débuts. Ces hommes du volant contribuent au quotidien à la réussite des missions assignées à la télévision nationale. Aujourd'hui, plus que jamais, ils sont toujours sollicités. Focus sur ces hommes de l'ombre qui comptent pour la RTB avec Jacques Lamissa Tarpaga. De la Peugeot 504 à ses débuts à la Toyota Hilux aujourd'hui, Alassane Korogo aura traversé le temps de la Volta Vision à la RTB Télévision. Comme lui, et même avant lui, depuis la date historique du 5 août 1963, où la télévision nationale a vu le jour, ils sont nombreux à avoir apporté leur pierre à l'édifice. Ces chauffeurs se souviennent des premiers pas de la Volta Vision. J'étais chauffeur-opérateur. J'ai été recruté comme chauffeur-opérateur en 1961. J'ai fait Manga, Zignaré et Koudougou dans le cadre du cinéma et des opérations agricoles. J'ai par la suite été affecté à la télévision comme chauffeur. Il y avait de nombreux voyages et reportages. Tout s'est bien passé à l'époque. Ma foi, les caméramans, ce n'était pas facile, c'est pas comme maintenant. Maintenant, il y a eu tellement d'évolutions. Vous avez les caméramans, les peineurs de son, et souvent même quelqu'un pour éclairer. Donc les chauffeurs étaient obligés, et c'est toi-même qui aimes le travail, tu étais obligé d'aider les caméramans. Pendant toutes ces années, ils ont parcouru le pays, bravant le mauvais état des routes, les dangers de la nuit et autres intempéries, pour permettre aux équipes de reportage de collecter l'information pour le public. Au fur et à mesure que le travail devient volumineux, ils ont trouvé que moi seul, ce n'était pas possible. Malgré ma bonne volonté, il fallait ajouter quelqu'un. J'ai averti un jeune qui a fait une nuit, parce qu'à l'époque, il y avait aussi le couvre-feu. Il y avait le couvre-feu, c'était pas facile. Donc lui, il a fait une nuit, il a fui, il n'est plus revenu, jusqu'à l'heure où je vous parle. Et ensuite, ils ont affecté un autre vieux, Elhaji Sayouba. Lui aussi, il a fait une nuit, il me dit, petit frère, je ne peux pas travailler ici. C'est trop dur, avec le couvre-feu. Non, je descends tard, je ne peux pas. Alors, un jour, il était parti à Guébougou, derrière Koudougou, là. Et le mag est tombé en panne, vers 18h. Et c'est moi, avec le caméraman, qui a pris la 504 pour revenir à Ouagadougou. Chercher le mag et repartir à Guébougou, la nuit. Et Arthur est là, il est vivant, le caméraman. Avant d'arriver à Ouagadougou, nous avons eu 6 lèvres. Mais je vous dis que c'est pas, on n'a pas de calibre 12, on n'a même pas les bâtons dans notre véhicule. Simplement, c'est le lapin qui sort, qui vient coincer le véhicule, on descend, on prend. Là, nous, avant d'arriver à Ouagadougou, repartir à Didougou les mêmes nuits, on a eu 6 lèvres. Je ne parle pas de ce qui est venu coincer et repartir en brousse. Des souvenirs, il y en a, des mauvais comme des bons. Certains gardent en mémoire surtout le passage de Thomas Sankara, alors secrétaire d'État à l'information, et c'est avec beaucoup d'émotion. Au début, c'était pas facile, parce que le premier jour que j'ai commencé avec lui, je suis descendu à minuit. J'ai dit, ça commence bien. Bon, après, on est devenu familier. Vraiment,
C'est une bonne souvenir pour moi parce qu'on était devenus petits frères et grands frères. Parce que lorsqu'on descend à 15h, pendant que les gens montent, nous on descend. On arrive à la maison, on se met à table à manger, on mange ensemble. Quand on finit de manger, on s'assoit au salon pour un bout de temps, prend sa guitare, il joue, il me pose des questions. Et vraiment, on était vraiment devenus comme des frères. J'ai fait les Arrêtats, j'ai fait même les Koumas à Boulcha. Donc tout ça, ce sont des souvenirs. Bon, après ça, vraiment, si je peux dire quelques secondes de silence, il est Arrêtats avec Kinde Inoussa. Et l'enfant est mort. Ça m'a marqué, ça m'a toujours marqué jusqu'à présent. À la télévision nationale du Burkina, les jeunes ont pris la relève et les anciens ne tarissent pas de conseils à leur endroit. Entendez-vous. Les vieux n'ont qu'à écouter les plus petits n'ont qu'à respecter les grands frères, que son grand frère va venir les respecter demain. Les responsables, c'est important qu'ils écoutent les plus petits. Parce que celui qui est en bas aujourd'hui, c'est pas évident que c'est pas lui qui va être sur les escaliers là demain. Je souhaite qu'il y ait la bonne collaboration, surtout l'entente. L'entente, c'est ça vraiment qui est nécessaire dans un service. Le temps s'est écoulé, mais le rôle et la place des chauffeurs n'a pas changé dans le système. Mieux, ils sont sollicités plus qu'avant. Journal télévisé, magazine des sports, production des émissions et j'en passe. Ici, le plus dur, c'est la maîtrise du volant, quid de la vie de famille, difficile à concilier avec les routes. Hommage à ces hommes qui parcourent le Burkina à la recherche des images pour nos téléspectateurs. En sport, l'ASFA Nyenega et la SO Nabel se sont qualifiés hier pour la finale de la Coupe du Faso édition 2013. Hier au stade du 4 août, les électriciens du mouvement nous avons dans un fauteuil. Nous avons vaincu le MDC. Le parti du Premier ministre Morgan Tsvangirai a indiqué, ce haut responsable de la ZANU-PF, notamment que l'Ti avait remporté de nombreux sièges aux législatives dans les villes traditionnellement acquises. Excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.